Le soleil pâlissait. La poussière d'or rouge n'était plus qu'une lueur blonde dont l'adieu se mourait dans la soie des tentures et les panneaux des meubles. À cette approche du crépuscule, une intimité noyait la grande pièce d'une tiède douceur. Tandis que M. de Boves et Paul de Valagnosc causaient devant une des fenêtres, les yeux perdus au loin sur le jardin, ces dames s'étaient rapprochées, faisaient là au milieu un étroit cercle, d'où montaient des rires, des paroles chuchotées, des questions et des réponses ardentes, toute la passion de la femme pour la dépense et le chiffon. Le baron Hartmann, qui avait suivi le geste de Mouret, regardait ces dames par la porte restée grande ouverte, et il les écoutait d'une oreille pendant que le jeune homme, enflammé du désir de le convaincre, se livrait davantage, lui expliquait le mécanisme du nouveau commerce des nouveautés. Ce commerce était basé maintenant sur le renouvellement continu et rapide du capital. « Vous entendez, monsieur le baron, toute la mécanique est là. C'est bien simple, mais il fallait le trouver. Nous n'avons pas besoin d'un gros roulement de fonds. Notre effort unique est de nous débarrasser très vite de la marchandise achetée pour la remplacer par l'autre, ce qui fait rendre au capital autant de fois son intérêt. De cette manière, nous pouvons nous contenter d'un petit bénéfice. Seulement, ça finira par faire des millions lorsqu'on opérera sur des quantités de marchandises considérables et sans cesse renouvelées. Vous suivez, n'est-ce pas? Rien de plus clair. » Le baron hocha de nouveau la tête. Lui, qui avait accueilli les combinaisons les plus hardies et dont on citait encore les témérités lors des premiers essais de l'éclairage au gaz, restait inquiet et têtu. « J'entends bien, répondit-il. Vous vendez bon marché pour vendre beaucoup, et vous vendez beaucoup pour vendre bon marché. Seulement, il faut vendre, et j'en reviens à ma question. À qui vendez-vous ? Comment espérez-vous entretenir une vente aussi colossale ?» Un éclat brusque de voix venu du salon coupa les explications de Mouret. C'était madame Guibal, qui aurait préféré les volants de vieil Alençon en tablier seulement. « Mais, ma chère, disait madame de Boves, le tablier en était couvert aussi. Jamais je n'ai rien vu de plus riche. »« Tiens, vous me donnez une idée, reprenait madame Desforges. J'ai déjà quelques mètres d'Alençon. Il faut que j'en cherche pour une garniture. » Et les voix tombèrent, ne furent plus qu'un murmure. Des chiffres sonnaient, tout un marchandage fouettait les désirs. Ces dames achetaient des dentelles à pleine main. « Eh, dit enfin Mouret quand il put parler, on vend ce qu'on veut lorsqu'on sait vendre. Notre triomphe est là. » Alors, avec sa verve provençale, en phrases chaudes qui évoquaient les images, il montra le nouveau commerce à l'œuvre. Toutes les marchandises accumulées sur un point, se soutenant, se poussant, jamais de chômage, toujours l'article de la saison était là. Et de comptoir en comptoir, la cliente se trouvait prise, acheter ici l'étoffe, plus loin le fil, ailleurs le manteau. S'habiller, puis tomber dans des rencontres imprévues, cédait aux besoins de l'inutile et du joli. Ensuite, il célébra la marque en chiffres connus. La grande révolution des nouveautés partait de cette trouvaille. Si l'ancien commerce, le petit commerce, agonisait, c'était qu'il ne pouvait soutenir la lutte des bas prix engagée par la marque. Maintenant, la concurrence avait lieu sous les yeux même du public. Une promenade aux étalages établissait les prix. Chaque magasin baissait, se contentait du plus léger bénéfice possible. Aucune tricherie, pas de coup de fortune longtemps médité sur un tissu vendu le double de sa valeur, mais des opérations courantes, un tant pour cent régulier prélevé sur tous les articles, la fortune mise dans le bon fonctionnement d'une vente, d'autant plus large qu'elle se faisait au grand jour. N'était-ce pas une création étonnante ? Elle bouleversait le marché, elle transformait Paris, car elle était faite de la chair et du sang de la femme. « J'ai la femme et je me fiche du reste, dit-il dans un aveu brutal que la passion lui arracha. À ce cri, le baron Hartmann parut ébranlé. Son sourire perdait sa pointe ironique. Il regardait le jeune homme gagné peu à peu par sa foi, pris pour lui d'un commencement de tendresse. « Chut !» murmura-t-il paternellement, « elles vont vous entendre. » Mais ces dames parlaient maintenant toutes à la fois, tellement excitées qu'elles ne s'écoutaient même plus entre elles. Madame de Boves achevait la description de la toilette de soirée.
Moi, interrompait madame Bourdelais, j'ai voulu du velours. Oh, une occasion. Madame Marty demandait alors: Hein? Et combien la soie? Et puis, toutes les voix repartirent ensemble. Madame Guibal, Henriette, Blanche, mesurée, coupée, gâchée. C'était un saccage d'étoffes. La mise au pillage des magasins, un appétit de luxe qui se répandait en toilettes jalousées et rêvées, un bonheur tel à être dans le chiffon, qu'elles y vivaient enfoncées, ainsi que dans l'air tiède nécessaire à leur existence. Mouret, cependant, avait jeté un coup d'œil vers le salon, et en quelques phrases dites à l'oreille du baron Hartmann, comme s'il lui eût fait de ces confidences amoureuses qui se risquent parfois entre hommes, il achevait d'expliquer le mécanisme du grand commerce moderne. Alors, plus haut que les faits déjà nommés au sommet, apparut l'exploitation de la femme. Tout y aboutissait, le capital sans cesse renouvelé, le système de l'entassement des marchandises, le bon marché qui attire, la marque en chiffres connus qui tranquillise. C'était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu'ils prenaient au continuel piège de leurs occasions, après l'avoir étourdie devant leurs étalages. En décuplant la vente, en démocratisant le luxe, il devenait un terrible agent de dépenses, ravageait les ménages, travaillait au coup de folie de la mode toujours plus chère. « Ayez donc les femmes, dit-il tout bas au baron en riant d'un rire hardi, et vous vendrez le monde. » Maintenant, le baron comprenait. Quelques phrases avaient suffi. Il devinait le reste, et une exploitation si galante l'échauffait, remuait en lui son passé de viveur. Il clignait des yeux d'un air d'intelligence. Il finissait par admirer l'inventeur de cette mécanique à manger les femmes. C'était très fort. Il eut le mot de Bourdoncle, un mot que lui souffla sa vieille expérience. « Vous savez qu'elles se rattraperont ?» Mais Mouret haussa les épaules dans un mouvement d'écrasant dédain. « Eh bien, cher monsieur, demanda-t-il pour conclure, voulez-vous être avec moi? L'affaire des terrains vous semble-t-elle possible ?» Le baron, à demi conquis, hésitait pourtant à s'engager de la sorte. Un doute restait au fond du charme qui opérait peu à peu sur lui. Il allait répondre d'une façon évasive, lorsqu'un appel pressant de ces dames lui évita cette peine. Des voix répétaient au milieu de leur rire « Monsieur Mouret, monsieur Mouret, monsieur Mouret !» Et comme celui-ci, contrarié d'être interrompu, feignait de ne pas entendre, Madame de Boves, debout depuis un moment, vint jusqu'à la porte du petit salon. « On vous réclame, monsieur Mouret. Ce n'est guère galant de vous enterrer dans des coins pour causer d'affaires. » Alors il se décida, et avec une bonne grâce apparente, un air de ravissement dont le baron fut émerveillé, tous deux se levèrent, passèrent dans le grand salon. « Mais je suis à votre disposition, mesdames, dit-il en entrant, le sourire aux lèvres. Un brouhaha de triomphe l'accueillit. Il dut s'avancer davantage. Ces dames lui firent place au milieu d'elles. Un soleil venait de se coucher derrière les arbres du jardin. Le jour tombait. Une ombre fine noyait peu à peu la vaste pièce. C'était l'heure attendrie du crépuscule, cette minute de discrète volupté dans les appartements parisiens, entre la clarté de la rue qui se meurt et les lampes qu'on allume encore à l'office. Monsieur de Boves et Valagnosc, toujours debout devant une fenêtre, jetaient sur le tapis une nappe d'ombre, tandis que, immobile dans le dernier coup de lumière qui venait de l'autre fenêtre, Monsieur Marty, entré discrètement depuis quelques minutes, mettait son profil pauvre, une redingote étriquée et propre, un visage blémi par le professorat, et que la conversation de ces dames sur la toilette achevait de bouleverser. « Est-ce toujours pour lundi prochain cette mise en vente ?» demandait justement madame Marty. « Mais sans doute, madame, » répondit Mouret d'une voix de flûte, une voix d'acteur qu'il prenait quand il parlait aux femmes. Henriette alors intervint. « Vous savez que nous irons toutes. On dit que vous préparez des merveilles. »« Oh, des merveilles !» murmura-t-il d'un air de fatuité modeste. « Je tâche simplement d'être digne de vos suffrages. » Mais elle le pressait de questions. Madame Bourdelais, madame Guibal, Blanche elle-même voulaient savoir. « Voyons, donnez-nous des détails » répétait madame de Boves avec insistance. « Vous nous faites mourir » et elle l'entourait. « Votre soie, votre pareil bonheur dont tous les journaux parlent » reprit madame Marty impatiente. « Oh » répondit-il, « un article extraordinaire. Et vous ne la trouverez que chez nous, car nous en avons acheté la propriété exclusive. » « Vraiment ?»
Une belle soie à 5,60 francs, dit madame Bourdelais enthousiasmée. C'est à ne pas croire. Et madame Marty, emportée par sa rage de dépenses, prenant tout au bonheur des dames, sans choix, au hasard des étalages, et sous la curiosité bavarde dont elles accablaient le jeune homme, apparaissait leur tempérament particulier d'acheteuse. Madame Marty, emportée par sa rage de dépenses, prenant tout au bonheur des dames, sans choix, au hasard des étalages. Madame Guibal, s'y promenant des heures sans jamais faire une emplette heureuse et satisfaite de donner un simple régal à ses yeux. Madame de Boves, serrée d'argent, toujours torturée par une envie trop grosse, gardant rancune aux marchandises qu'elle ne pouvait emporter. Madame Bourdelais, d'un flair de bourgeoise sage et pratique, allant tout droit aux occasions, usant des grands magasins avec une telle adresse de bonne ménagère, exempte de fièvre qu'elle y réalisait de fortes économies. Henriette, enfin, qui, très élégante, y achetait seulement quelques articles, ses gants, de la bonnetterie, tout le gros linge. Nous avons d'autres étoffes étonnantes de bon marché et de richesse, continuait Mouret de sa voix chantante. Ainsi, je vous recommande notre cuir d'or. Dans les soies de fantaisie, il y a des dispositions charmantes, des dessins choisis entre 1000 par notre acheteur. Et comme velours, vous trouverez la plus riche collection de nuances. Il gardait son calme de conquérant au milieu des odeurs troublantes qui montaient de leur chevelure. Il continuait à boire entre chaque phrase une petite gorgée de thé, dont le parfum atténuait ses odeurs plus âpres, où il y avait une pointe de fauve. Devant la séduction si maîtresse d'elle-même, assez forte pour jouer ainsi de la femme, sans se prendre aux ivresses qu'elle exhale, le baron Hartmann, qui ne le quittait pas du regard, sentait son admiration grandir. Madame Bourdelais, qui gardait son œil clair, tournant sa fine tête blonde vers la maîtresse de maison. « Toi, c'est toujours Sauveur qui t'habille ?»« Mon Dieu, oui, répondit Henriette. Sauveur est très cher, mais il n'y a qu'elle à Paris qui sache faire un corsage. Et puis, monsieur Mouret a beau dire, elle a les plus jolis dessins, des dessins qu'on ne voit nulle part. Moi, je ne veux pas souffrir de retrouver ma robe sur les épaules de toutes les femmes. » Mouret eut d'abord un sourire discret. Ensuite, il laissa entendre que madame Sauveur achetait chez lui ses étoffes. Sans doute elle prenait directement chez les fabricants certains dessins dont elle s'assurait la propriété, mais pour les soirées noires, par exemple, elle guettait les occasions du bonheur des dames, faisait des provisions considérables qu'elle écoulait en doublant et en triplant les prix. Ainsi, je suis bien certain que des gens à elle vont nous enlever notre pareil bonheur. Pourquoi voulez-vous qu'elle aille payer cette soie en fabrique plus chère qu'elle ne la paiera chez nous? Ma parole d'honneur, nous la donnons à perte. Ce fut le dernier coup porté à ces dames. Cette idée d'avoir de la marchandise à perte fouettait en elle l'âpreté de la femme dont la jouissance d'acheteuse est doublée quand elle croit voler le marchand. Il les savait incapables de résister au bon marché. « Mais nous vendons tout pour rien !» cria-t-il gaiement en prenant derrière lui l'éventail de madame Desforges resté sur le guéridon. « Tenez, voici cet éventail. Vous dites qu'il a coûté ?» Le chantilly 25 francs et la monture 200, dit Henriette. Eh bien, le chantilly n'est pas cher. Pourtant, nous avons le même à 18 francs. Quant à la monture, chère madame, c'est un vol abominable. Je n'oserais vendre l'appareil plus de 90 francs. Je disais bien, cria madame Bourdelais. Depuis un instant, madame Marty, très excitée par la conversation, retournait fiévreusement son sac de cuir rouge sur ses genoux. Elle n'avait pas pu encore montrer ses achats. Elle brûlait de les étaler, dans une sorte de besoin sensuel. Et brusquement, elle oublia son mari. Elle ouvrit le sac, sortit quelques mètres d'une étroite dentelle roulée autour d'un carton. « C'est cette Valencienne pour ma fille, dit-elle. Elle a 3 centimètres et délicieuse, n'est-ce pas ? 1,90 franc. » La dentelle passa de main en main. Ces dames se récriaient. Mouret affirma qu'il vendait ses petites garnitures au prix de fabrique. Pourtant, madame Marty avait refermé le sac, comme pour y cacher les choses qu'on ne montre pas. Mais, devant le succès de la Valencienne, elle ne put résister à l'envie d'en tirer encore un mouchoir. Il y avait aussi ce mouchoir de l'application de Bruxelles, ma chère. Oh, une trouvaille, 20 francs. Et dès lors, le sac devint inépuisable. Elle rougissait de plaisir. Une pudeur de femme qui se déshabille la rendait charmante et embarrassée à chaque article nouveau qu'elle sortait. À ce moment, comme elle levait les yeux, elle aperçut en face d'elle son mari terrifié. Il avait blêmi davantage. Toute sa personne exprimait l'angoisse résignée d'un pauvre homme qui assiste à la débâcle de ses appointements si chèrement gagnés.
Chaque nouveau bout de dentelle était pour lui un désastre, d'amères journées de professorat englouties, l'effort continu de sa vie aboutissant à une gêne secrète à l'enfer d'un ménage nécessiteux. Devant l'effarement croissant de son regard, elle voulut rattraper le mouchoir, la voilette, la cravate, et elle promenait ses mains fiévreuses. Elle répétait avec des rires gênés « Vous allez me faire gronder par mon mari ? Je t'assure, mon ami, que j'ai été très raisonnable, car il y avait une grande pointe de 500 francs. Oh, merveilleuse ! Pourquoi ne l'avez-vous pas achetée » dit tranquillement madame Guibal. « Monsieur Marty est le plus galant des hommes ?» Le professeur dut s'incliner en déclarant que sa femme était bien libre. Mais, à l'idée du danger de cette grande pointe, un froid de glace lui avait coulé dans le dos, et Mouret affirmait justement que les nouveaux magasins augmentaient le bien-être des ménages de la bourgeoisie moyenne. Dans cette volupté molle du crépuscule, au milieu de l'odeur échauffée des épaules, il demeurait quand même leur maître, sous le ravissement qu'il affectait. Il était femme. Elle se sentait pénétrée et possédée par ce sens délicat qu'il avait de leur secret, et elle s'abandonnait, séduite. Tout d'un coup, le domestique entra avec 2 lampes, et le charme fut rompu. Le salon s'éveilla, clair et gai. Madame Marty replaçait les dentelles au fond de son petit sac. Madame de Boves mangeait encore un baba, tandis qu'Henriette, qui s'était levée, causait à demi-voix avec le baron dans l'embrasure d'une fenêtre. « Il est charmant, dit le baron, n'est-ce pas ?» laissa-t-elle échapper dans un cri involontaire de femme amoureuse. Il sourit et la regarda avec indulgence. C'était la première fois qu'il la sentait conquise à ce point. Et, trop supérieur pour en souffrir, il éprouvait seulement une compassion à la voir aux mains de ce gaillard si tendre, si parfaitement froid. Alors, il crut devoir la prévenir. Il murmura sur un ton de plaisanterie « Prenez garde, ma chère, il vous mangera toutes. » Une flamme de jalousie éclaira les beaux yeux d'Henriette. Elle devinait sans doute que Mouret s'était simplement servi d'elle pour se rapprocher du baron. Et elle jurait de le rendre fou de tendresse, lui dont l'amour d'homme pressé avait le charme facile d'une chanson jetée à tout vent. « Oh !» répondit-elle en affectant de plaisanter à son tour, « c'est toujours l'agneau qui finit par manger le loup. » Alors, très intéressé, le baron l'encouragea d'un signe de tête. Elle était peut-être la femme qui devait venir et qui vengerait les autres. Lorsque Mouret, après avoir répété à Valagnosc qu'il voulait lui montrer sa machine en branle, se fut approché pour dire adieu, le baron le retint dans l'embrasure de la fenêtre, en face du jardin noir de ténèbres. Il cédait enfin à la séduction. La foi lui était venue, en le voyant au milieu de ces dames. Tous 2 causèrent un instant à voix basse, puis le banquier déclara « Eh bien, j'examinerai l'affaire. Elle est conclue, si votre vente de lundi prend l'importance que vous dites. » Ils se serrèrent la main, et Mouret, l'air ravi, se retira, car il dînait mal quand il n'allait pas, le soir, jeter un coup d'œil sur la recette du bonheur des dames. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.